Bienvenue à cette conférence midi organisée par le groupe de recherche en enseignement du théâtre, dont certains membres du comité directeur sont présents ici aujourd'hui. Alors, c'est un réel plaisir d'accueillir Andrea Ubal-Rodriguez pour sa conférence « Une expérience d'enseignement du théâtre au Chili à partir de la mémoire sociale ». Donc, il va s'agir d'une occasion pour nous de découvrir le parcours de formation d'une cohorte d'étudiants et d'étudiantes en jeu de l'École de théâtre de l'Université catholique du Chili, où Andrea a elle-même étudié et où elle enseigne depuis 1996. Donc, Andrea est comédienne et metteur en scène. Elle a joué dans plus d'une vingtaine de productions théâtrales au Chili et elle a aussi été amenée à collaborer à différents projets au Québec. Titulaire d'une maîtrise en théâtre réalisée à l'UQAM, elle y poursuit actuellement ses études, cette fois comme étudiante au doctorat en études et pratiques des arts. Donc, Andrea s'intéresse à la formation d'acteurs, au théâtre communautaire et ses recherches-créations portent sur la mémoire, l'identité et la transmission de témoignages sur scène. Donc, des thématiques qu'elle abordera ici afin de répondre aux questions comment faire du théâtre, comment former de nouveaux comédiens et comédiennes, et ce, de manière à appréhender autrement le présent, à créer un lien avec la communauté et à lutter contre la démémoire. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup d'être là avec moi ce midi. Et merci au GRED, à l'École de théâtre, à Virginie de m'avoir invitée. Je vais essayer de partager avec vous cette expérience que j'ai vécue, ça fait quelques années, mais pour moi, comme enseignante, ça m'a beaucoup marquée parce que j'ai l'impression que j'avais une énergie particulière. Les étudiants avaient une énergie particulière aussi cette année-là. Alors, j'ai des très bons souvenirs de cette corde-là. Et les étudiants qu'aujourd'hui sont des acteurs, souvent on se croise, ils me disent « Ah, j'ai pensé à ce qu'on avait fait en première année quand j'étais avec toi en train de faire le cours en jeu parce que j'ai eu cette expérience-là et je me souviens qu'est-ce qu'on avait fait. J'ai pris cette idée, je l'ai développée, ça marche, je suis content ou je suis contente. » Alors, je pense que on ne réussit pas tous les cours, mais c'était un cours réussi. Alors voilà mes étudiants. Et on faisait un travail d'entraînement dans la cour de l'école de théâtre. Notre école de théâtre, c'est une école qui a 75 ans cette année. C'est une ancienne école. Et il y a eu beaucoup de changements depuis, mais il y a quelque chose qui ne change pas. On forme des comédiens, uniquement des comédiens, mais toutes les personnes qui nous avons étudiées là, finalement, on fait beaucoup de choses, mais on n'est pas vraiment préparé pour faire ces autres choses. On est dramaturge, metteur en scène, on enseigne le théâtre, mais on n'a pas vraiment les outils spécifiques. Les outils spécifiques, c'est pour le jeu. Autre chose importante à raconter, et l'école de théâtre est dans un bâtiment qui était un couvent. Alors, nos salles de jeu, nos salles de laboratoire sont toujours sans fenêtre, enfermées. C'est pas comme ici. Moi, j'adore ici parce qu'on voit la vie passer en dehors. On est en contact avec l'extérieur. Mais chez nous, vraiment, quand on est en train de travailler, on ne voit pas la rue. Alors, quand on est en train de travailler avec des étudiants pendant des semaines et des semaines, on se passe la vie enfermée. C'est important, c'est quelque chose d'important. Puis, bon, je vais parler du cours « Jeu ». On travaille ce cours, la deuxième session en première année. Alors, il s'agit d'un cours de jeu pendant 17 semaines. Moi, je vois les étudiants 3 fois par semaine, 3 heures chaque fois. Pourtant, c'est 9 heures par semaine que je travaille directement avec les étudiants. Mais les étudiants travaillent beaucoup hors cours aussi. Je travaille avec eux. Les horaires comme officiels sont 153 heures par session. Et d'habitude, j'ai entre 22 et 26 étudiants dans ma classe. Alors, j'ai pu guider ce cours pendant 7 années. Et ce n'est pas un cours que moi j'ai créé, c'est un cours qu'on m'a donné le plan de cours, fait ce cours, mais d'une certaine manière, au cours des années, j'ai pu jouer avec les objectifs du cours et le faire évoluer un peu en utilisant une méthodologie plus personnelle. Alors voici les objectifs du cours.
développer des attitudes ludiques et expressives à partir d'un travail systématique d'élaboration créative. Alors, c'était surtout un cours de création collective. Et, bon, vous voulez lire les contenus, chacun peut lire ses contenus, ça sera mieux que moi, certainement. Ça va, oui. Et puis, les contenus, le langage de l'acteur, les outils de base pour la création, les comportements et les relations découlant des stimuli tels que musique, costume, peinture, photographie, poésie, documentaire, reportage, et l'exercice de création pour aborder des éléments qui constituent la création. C'est ça ce que j'ai reçu. Alors, j'ai commencé à travailler et au fur et à mesure que je faisais le cours, je me demandais à la fin de la session si les objectifs vraiment étaient acquis pour mes étudiants. Et je me suis rendu compte que ce qui était en blanc, ça marchait assez bien. Mais ce qui était en bleu, il fallait le développer mieux, le pousser plus loin. Alors, à ce moment-là, j'ai proposé à l'école d'utiliser les thématiques de la contingence, de l'histoire récente et de la mémoire de notre pays, dans le but de stimuler le travail créatif des étudiants et motiver aussi un lien plus étroit avec la collectivité, avec la réalité. Vu qu'on était enfermés, je me suis rendu compte que c'était très important de sortir à la réalité pour nourrir notre enseignement. C'est une cite de Guzmán, qui est un cinéaste chilien. Yo creo que la memoria tiene fuerza de gravedad. Siempre nos atrae. Los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil tiempo presente. Los que no la tienen viven en ninguna parte. Ça, c'est le documentaire La nostalgie de la lumière. Je vous encourage à l'écouter si vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu. Et alors, l'idée, c'était vraiment de lutter contre ce processus de démémoire qu'il y avait en ce moment dans notre pays, le Chili. Sachez qu'on venait d'une dictature, on a vécu une dictature entre 1973 et 1990. Et puis, après, dans notre démocratie, entre guillemets, on a fait semblant que tout allait bien. Alors, on ne parlait pas trop. Alors, après plusieurs années de retour à la démocratie, l'Organisation de coopération et de développement économique indique que notre pays présente les taux d'inégalité sociale et économique les plus élevés du monde. Par exemple, le salaire minimum équivalent à un peu moins de $500 canadiens. Une personne qui travaille 44 heures par semaine gagne ça, c'est le salaire minimal. Et on ne peut pas vivre avec ça. Et alors, une importante portion de la société est uniquement occupée par sa survie. Et une autre petite partie minorité qui est très occupée aussi, mais pour travailler, pour s'enrichir davantage. Et chez nous, la santé et l'éducation, c'est des biens de consommation. Alors, au moment que je donnais le cours, je voyais que nous étions une société très occupée, très fatiguée, étourdie, séduite par la culture du banal, de la réussite à tout prix. Alors, les espaces de rencontre étaient rares. On nous veut occuper pour ne pas parler, pour ne pas réfléchir, pour ne pas nous rencontrer. Alors, j'ai pensé à Robin, un professeur de l'école de sociologie ici à l'UQAM, qui dit que c'est aux artistes de procéder au réparage des traces avant qu'elles disparaissent, avant que ne s'établisse un grand, on efface tout et on recommence. Alors, je vais vous partager qu'est-ce qu'on a fait avec ce groupe-là. Et ensemble, nous avons décidé de parcourir notre fragile temps présent. Alors, en travaillant avec cette idée de la mémoire sociale, on a décidé
d'aborder deux grandes thématiques, et la violence en dictature et puis le conflit du peuple autochtone mapuche. Moi, j'ai compris que la mémoire sociale, c'est un concept sociologique plus vaste, mais moi, je le comprends très précisément ou de façon très simple pour notre cours comme un processus qui se construit à partir de multiples récits qui viennent simultanés de plusieurs directions. Alors, on peut considérer que la mémoire sociale, c'est un tissage de mémoire vécue, une mémoire qui s'articule à partir de l'oralité et de la pluralité de la société civile. Alors, il ne répond pas aux mémoires plus dominantes ou officielles. Et alors, pendant le cours, on a travaillé 3 étapes. On travaille avec 3 étapes, mais c'est des étapes qui vont se chevaucher, où on revient aux étapes en tout le temps, mais surtout 3 moments. Premièrement, l'entraînement de l'acteur. Alors, on aborde diverses perspectives. C'est un temps et un espace où le groupe va se connaître. Alors, ensemble, on va constituer comme une compagnie de 25 étudiants et les enseignants. Et il faut commencer à savoir comment ce groupe en particulier peut travailler et peut créer pendant la session. Et aussi, on va travailler spécifiquement acquérir la présence physique pour éloigner les fonctionnements automatiques du corps, les clichés. Il faut comprendre qu'on travaille avec des étudiants de première année. C'est la 2e session, mais c'est la première année. On travaille beaucoup le travail extra-quotidien du corps de Eugenio Barba. On fait appel à Richard Tschechner, c'est son idée de à quoi sert l'entraînement, c'est-à-dire la création d'une dynamique de groupe, le travail sur l'auto-expression, la transmission de la technique qu'on peut uniquement apprendre par l'expérience, et ainsi la préparation du corps pour une situation de représentation. Alors, on intègre les outils de base pour le jeu, tels que action-réaction, l'écoute, les actions physiques, les actions verbales, la notion de partition. Puis, on travaille l'entraînement pour la création. Alors, à ce moment-là, il faut composer des petites dramaturgies. On fait des exercices théâtraux de 3 à 5 minutes et en relation à des thématiques particulières. Et pour ce faire, moi, j'apporte des stimuli. Par exemple, j'apporte différentes photos et les étudiants vont chercher la photo qui leur interpelle. Ils forment un groupe et font l'histoire de cette photo. Peut-être des fois, c'est des nouvelles des journaux. Des fois, c'est des documentaires. Des fois, c'est une poésie, un conte. Alors, on entraîne la capacité de création par des courts récits et ils doivent, de façon particulière, être capables de travailler et exprimer avec simplicité, clarté sur ce qu'on décide de raconter sur scène. Et les étudiants se confrontent à la création d'une petite histoire qui est racontée par des personnages qu'ils doivent créer. Et tout ça en faisant appel aux outils travaillés pendant l'étape d'entraînement. Puis, la deuxième partie du cours, je dirais c'est le 50% du temps du cours. À la session, je dirais 12, non, 8, 9, vraiment. 8, je commence à faire ça. Et il y a différentes étapes. La première, c'est très important, c'est le choix thématique. Alors, je propose aux étudiants de venir avec une thématique dont ils ont un besoin impératif d'exprimer. De quoi j'ai besoin de parler aujourd'hui? Alors, ils racontent en 5 minutes de quoi j'ai besoin de parler aujourd'hui, mais ils apportent aussi un document par rapport à ça. Une nouvelle, une photo, une musique, ce qu'ils veulent. Chaque étudiant fait ça, pourtant, je prends presque une semaine, mais chacun a le droit d'exprimer qu'est-ce qu'il veut faire, et après, on fait tout un arbre thématique, et on commence à agrouper les thématiques, et finalement, des fois, on travaille 3 grandes thématiques, des fois, comme dans ce cas, 2, mais d'autres fois, on a travaillé une seule thématique pour tout le groupe.
Ça, c'est très important parce que finalement, on va commencer à faire un travail assez difficile, mais comme c'est à eux de choisir de quoi ils veulent parler, c'est beaucoup plus stimulant. Et quand on ne sait pas trop où on est, des fois c'est difficile, on ne sait pas trop si on va bien ou mal. Moi, je dis, bah, c'est pas moi qui a choisi cette thématique, c'est vous. Alors, il faut pousser ça jusqu'à la fin. Et puis, le travail de documentation, tout le monde apporte, comme quand on fait dans toutes les pièces de théâtre, de l'information, on fait des recherches, on lit des pièces de théâtre, on lit des reportages, et on s'informe. Et puis, on part au travail sur le terrain. C'est très important parce qu'on travaille avec la mémoire qui a un caractère affectif. Et cette mémoire nous permet de découvrir, regarder et s'impliquer en profondeur avec les thématiques que les étudiants proposent. On se souvient plus facilement des événements sensibles. Alors la mémoire possède une vision particulière tout en faisant partie du collectif. Alors, on ne parle pas seulement de ma mémoire, la mémoire de nos proches, c'est important, mais aussi la mémoire de la société. Et c'est à ce moment qu'on va dehors, on va chercher la mémoire de la société. Et c'est important de dire aussi que le travail de documentation a une double fonction. C'est un outil de recherche, comme j'ai déjà dit, mais aussi c'est un outil de création. Alors, en plus de collecter des informations qui contiennent les documents, des informations explicites, sensorielles et émotionnelles, on va commencer à penser comment peut-on activer ces archives et ces informations sur la scène. Comment peut-on mettre en action les images, les informations particulières qui portent ces archives. Quand on va sur le terrain, il y a un aspect qui est très important, c'est l'aspect éthique. Parce qu'on va chez des personnes qui vont nous raconter leur vécu, alors on leur dit qu'on est en train de faire un travail de recherche pour la création en théâtre, qu'on est à l'école et on découvre des thématiques. Moi, j'étais très gênée quand j'étais étudiante et puis au début de mon enseignement, parce qu'à l'école, il y avait un procédé que je n'aimais pas. C'était d'aller observer, mais en faisant question qu'on ne voit pas que je suis en train d'observer. Alors j'observais, je ne sais pas, l'hôpital psychiatrique, j'observais la place, j'observais une école, j'observais une maison des aînés. Mais après, j'utilisais cette information pour moi, mais il n'y avait pas un échange avec ces personnes-là. Les étudiants allaient regarder, par exemple, regarder la situation, mais après, ils revenaient plus. Ça ne leur faisait rien d'aller voir un endroit ou un autre, un genre de personne et une autre. C'était très, très, comment on dit ça, utilitaire. Alors, je trouvais que c'était vraiment quelque chose à changer. Alors, quand on fait ce travail, on se présente, on dit « Est-ce que vous voulez participer à ce projet ?» C'est votre histoire qui m'intéresse. Nous, on va prendre des aspects de cette histoire et on va construire un exercice de théâtre. On ne va pas vraiment raconter l'histoire telle qu'elle est. On ne va pas parler de vous avec votre nom, mais on va s'inspirer de votre histoire pour créer une autre histoire. Ça, c'est très important. Et aussi, ce moment, c'est un moment clé parce que, justement, les étudiants, en fait, se génère un sentiment de responsabilité de la part des étudiants face aux histoires et face aux personnes qui ont eu la générosité de raconter leurs histoires. Et ça change tout. Puis, on entre en laboratoire scénique, on essaie d'activer cette mémoire et ces histoires. C'est un moment très difficile, c'est comme se lancer dans un abîme. On se confronte à des questions assez complexes. Comment représenter les histoires collectées? Quels sont les modes possibles de représentation? Qu'est-ce qu'il faudrait prioriser? Quelles sont les valeurs, les actions et les attitudes que devraient avoir les créateurs face à un processus d'écriture scénique issu de la mémoire d'autrui? Comment créer un personnage basé sur des histoires découvertes pendant la recherche?
Les étudiants sont appelés à préciser les thématiques, travaillant la création d'une fiction basée à la réalité. Alors, j'avais une grande thématique, la violence, non la dictature, mais maintenant, je dois trouver une histoire qui puisse raconter cette grande thématique, par exemple. Alors, le travail consiste à proposer une écriture scénique, une partition qui met en mouvement toute la recherche et qui met en mouvement aussi tous les outils techniques travaillés en classe. Alors, c'est un exercice très complexe. Lorsqu'on a réussi à faire ça, on partage avec les autres étudiants de l'école. Des fois, on partage ces exercices avec la famille, les parents. Mais nous, dans ce cours, on essaie aussi de partager l'exercice avec les personnes qui nous ont offert leurs histoires. Et quand on travaille, je dis toujours, rappelle-toi, peut-être cette personne va venir. Peut-être cette personne va venir. Alors, il faut faire beaucoup attention comment on raconte cette histoire. Et puis, le processus d'évaluation, j'avoue que dans le cas de notre cours, c'était toujours un problème. Parce que je faisais des grilles d'évaluation par rapport à ce que je faisais avec les étudiants. Moi, je fais une évaluation du processus, mais par la suite, il faut montrer ça à une commission de professeurs et c'est à eux d'évaluer la deuxième partie du cours. Alors, même si j'ai les grilles d'évaluation très claires, les profs évaluent les résultats. Il joue bien, il joue mal. Ce personnage n'est pas crédible parce que ce personnage n'aurait pas fait ou dit, je ne sais pas quoi. Alors, c'était pour les étudiants et pour moi très, très difficile d'aborder. Je pense que c'est quelque chose que je n'ai pas pu résoudre au cours des années. Je pense que si vous êtes étudiant en enseignement, c'est une thématique importante. Et puis, je vais vous partager nos travaux. Alors ici, le Chili commence ici à peu près, oui, ici, et termine ici. C'est très, très long, très, très loin. Santiago, et ici, le Campus Oriente, c'est notre faculté. Et ici, la région de l'Araucanía. Si on prend la voiture, on prend presque 8 heures pour arriver là-bas. Alors, mes étudiants sont allés là-bas pour un séjour de 3 jours à peu près, pour connaître sur place le conflit Mapuche. Il y a des choses que je pense maintenant. Je n'accompagnais pas mes étudiants. Et maintenant, je sens que j'aurais dû les accompagner. Étant ici, je dis, mais comment ça se fait que je n'ai pas allé avec eux? Je n'avais pas le temps. C'était impossible pour moi. C'était tellement chargé la vie à l'école comme prof que je ne pouvais pas m'en aller 3 jours avec les étudiants. Ça, c'est important. J'aurais dû aller avec eux. Heureusement, jamais on a eu un problème. Alors, bon, ils sont allés là-bas pour étudier, pour s'entraîner, pour connaître le conflit Mapuche, le conflicto Mapuche, la grande thématique. Nous, on a appelé notre travail Entre los bosques nos levantamos como árboles. Mapuche veut dire peuple ou gens de la terre. C'est notre peuple autochtone de la zone centre-sud du Chili et de l'Argentine. Alors, ce conflit a un aspect historique, réside principalement dans le fait que les gouvernements n'ont jamais fait face au dépouillement économique, territorial et social de ce peuple. Les revendications des organisations représentatives des communautés mapuches s'articulent autour de 3 thèmes principalement. L'autonomie juridictionnelle, c'est-à-dire défendre le droit d'avoir un droit propre, on dit comme ça? Un droit qui leur appartient. Leur droit qui leur appartient. Un endroit qui... C'est le droit. On parle du droit. Oui. La récupération de leurs terres ancestrales et leur droit de l'eau, ce qui constitue peut-être le point le plus important. Et finalement, la reconnaissance de son identité culturelle, parce que la question mapuche est une thématique peu abordée dans la discussion politique, souvent absente des médias, sauf quand il y a des gros incidents. Et mes étudiants voulaient parler de cette thématique. La plupart des communautés et organisations mapuches accusent l'État de manipuler la ley antiterroriste afin de réprimer et perturber leurs demandes. Alors, les étudiants, après,
se déplacer là-bas. Ils ont voyagé plus de 700 km. Ils ont visité les lieux pour 3 jours. Ils l'ont observé sur place. Ils ont dialogué avec les Mapuches, avec les Winkas, les Chiliens non Mapuches qui habitent à cet endroit. Ils ont participé d'une marche de 9 heures sur la pluie avec une communauté qui s'est déplacée de la ville d'Angol vers une prison où demeuraient des prisonniers politiques Mapuches. Ils ont aussi eu l'opportunité de visiter une école primaire et interagir avec les enfants. Et c'est à ce moment qu'ils ont trouvé le point de vue pour travailler leur création. Ils ont travaillé les émotions, les histoires et le regard du conflit mapuche vu par les enfants. Alors, la problématique de nos étudiants créateurs, c'était par exemple comment traduire la nature du sud du Chili dans notre local de l'école de théâtre, comment interpréter des enfants, comment interpréter des aînés, comment interpréter des Mapuches avec respect, sans jugement. Comment peut-on raconter cette histoire qui est tellement vaste en une demi-heure, 40 minutes? Alors, ils ont créé finalement un essai scénique de 55 minutes qui racontait le conflit mapuche du point de vue de 4 enfants. Et les thématiques présentes étaient la transmission des traditions, la solitude, la peur des enfants, ainsi que l'expropriation des terres, la dévastation des ressources naturelles, la violence de la part de la police, la manipulation des autorités et les désaccords entre les membres de la communauté. Notre deuxième exercice s'appelle Irán 3037. C'est l'adresse d'une maison qui est assez proche de notre campus. Ça, c'est la ville de Santiago, entourée de montagnes. Notre campus oriente, c'est le quartier Providencia, et ce quartier s'appelle Macul. Dans ce quartier voisin, ça prend combien de minutes à diviser? Je ne sais pas, 10 minutes en voiture. Il y avait une maison. Moi, je ne savais pas cette histoire. Les étudiants ont découvert ça. Il y avait une maison qui avait été un centre de torture. Et dans l'actualité, c'était une maison où habitait une famille. On ne savait pas trop si cette famille savait que leur maison avait été une maison de torture. Aujourd'hui, la dernière fois que je suis allée au Chili en octobre, j'ai vu une pièce de théâtre qui parle de ça, où joue une de mes étudiants qui jouait dans cet exercice. C'est magnifique, ça, bien voir. Mais cette maison, qui était située dans la rue Irán 3037, on l'appelait la venda sexy, le bandage sexy, parce que c'était là-bas qui étaient emprisonnés des étudiants, de l'âge de mes étudiants. C'était des étudiants universitaires. Alors, ils étaient très touchés par cette histoire. Bon, c'est pour cette raison qu'ils se sont intéressés à cette histoire à cause de la proximité physique du lieu, de l'université et de cette maison, et parce que cela a changé à jamais la vie de ces jeunes universitaires comme eux. Et la maison, c'était un centre de torture de la Direction nationale d'intelligence, la police secrète de Pinochet. On appelait cet endroit alors la venda sexy, et parce qu'ils étaient toujours bandés, les prisonniers. Selon le rapport RETIF, entre septembre 1973 et mars 1990, au moment où nous avons récupéré notre, entre guillemets, démocratie, au Chili, plus de 33 000 personnes ont été détenues, 50 000 ont été torturées, 5 000 sont mortes ou disparues et plus de 100 000 se sont exilées. La persécution politique s'exerçait de manière brutale, aussi bien contre les idées, les rêves et les activités professionnelles que pour les délits concrets. Mes étudiants se sont intéressés à cette maison. Bon, j'ai raconté ça, elle était habitée par une famille comme si rien se n'était passé dans cet endroit. Alors, pendant le processus de travail, ils se sont très bien documentés, mais le moment où ils ont compris vraiment la dimension de ce qu'ils travaillaient, c'est lorsqu'ils ont rencontré des victimes de la dictature. Ils ont rencontré une femme et un monsieur qui ont été prisonniers dans un autre centre, le Stade national,
parce que la majorité des personnes qui ont été détenues à la Venda Sexy sont mortes ou disparues. Il y a très peu de survivants de cet endroit-là. Les problèmes que les étudiants ont dû résoudre étaient comment peut-on traduire ou transposer sur la scène tel niveau de violence, comment représenter la torture, l'incertitude, la peur, comment exprimer les deux faces de la monnaie. Est-ce qu'il faut exprimer les deux faces de la monnaie? Alors, cet essai scénique racontait l'histoire d'un personnage fictif qu'ils ont nommé José. Et c'est l'histoire de lui et qu'est-ce que sa famille a vécu pendant ces jours de détention dans la Venda Sexy. Alors, on a fait 3 scènes qui se jouaient de façon parallèle. Une, c'était la famille, la maison, qu'est-ce qui se passait à la maison. L'autre, c'était le centre de torture, mais les bureaux. Et la troisième, c'était le centre de torture, mais c'est où étaient enfermées les prisonnières en général. C'était plutôt des femmes à cet endroit. Et le public pouvait voir, il y avait des spectateurs, d'autres étudiants qui venaient voir. Ils l'ont vu plusieurs fois parce que des fois, tu commençais par la maison, mais après, si tu voulais, tu pouvais commencer l'histoire dans le centre de détention. Ça racontait la même histoire, mais c'était différent par quelle histoire tu commençais. C'était intéressant et on jouait de façon simultanée. Il y avait des choses intéressantes. Par exemple, à un moment donné, il y avait un appel téléphonique. Tu voyais dans une scène l'appel téléphonique, mais dans la scène suivante, c'était le même appel. Tu comprends que tu vois le même appel où des fois, il y avait un personnage qui sortait de scène, mais il entrait dans l'autre salle pour continuer la scène dans l'autre scène. Donc, c'était très chronométré. Et alors, je pourrais dire que cette façon de travailler a des problèmes. Par exemple, c'est très intense, émotionnellement, physiquement, et aussi, il sollicite beaucoup plus de temps que les 153 heures que j'ai pour travailler avec mes étudiants. Alors, comme en général, ils sont tellement engagés avec ces thématiques, je ne peux pas les laisser seuls. Alors, ma fille est là, et puis je lui dis parce que fréquemment, les mois et demi avant la fin de la session, elle n'avait pas été vieille maintenant, mais quand elle était petite, tu n'avais pas de mère. En fait, j'étais à l'école de théâtre toute la journée, tout le week-end. Je peux raconter une chose un peu drôle. On avait des amis qui avaient sa fille d'anniversaire au mois d'octobre. Nous, on termine au mois de décembre. Et mes enfants allaient à l'anniversaire des amis avec mon mari qui est là. Mais les gens de cette maison pensaient qu'il n'avait pas de femme. Parce que j'allais jamais à cette fête d'anniversaire. Chaque année, moi, j'étais en salle de répétition avec mes étudiants. Il y avait comme des anecdotes comme ça, mais c'est vrai. J'étais là, je me suis retrouvée des fois enfermée dans le campus parce qu'on avait tout fermé. C'était 2 heures du matin, 2 heures. Et nous, en train d'essayer de trouver quelqu'un qui ouvre la porte pour nous aller à la maison. C'était fréquent. Alors, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas trop pédagogique. Même si c'est super stimulant, c'est pas trop pédagogique. Et bon, le processus d'évaluation toujours a été, comme j'ai déjà dit, un problème. Mais en conclusion, je pense que cette idée de vivre une expérience particulière qui nous appartient finalement va provoquer qu'on puisse mieux jouer parce qu'on est concerné, on a besoin de dire quelque chose, alors on va bien jouer finalement. Et c'est un espace de réflexivité dans ce Chili de ce moment qui ne permettait pas trop des espaces de réfléchir et de se rencontrer. Et c'est aussi un espace qui nous laisse un lien social et éthique, une réflexion sur le social et l'éthique très, très, très important. Et alors, je vais lire. Après, à partir de l'expérience guidant pendant plusieurs années ce cours en jeu, même avec les difficultés, je pense que le fait de travailler faisant appel à la mémoire sociale a stimulé positivement les étudiants et effectivement a collaboré à l'acquisition des compétences exigées dans un cours en jeu.
Nous avons compris aussi que la mémoire n'est pas une représentation directe du passé, mais une construction rétroactive, subjective, sélective, qui a des oublis, qui a des erreurs, qui a des déformations. Elle est donc un livre ouvert qui se transforme et évolue de façon permanente grâce aux nouvelles expériences et connaissances. Mais les choses évoluent. Maintenant, je suis ici, je pense beaucoup de choses. C'était ça notre logo du cours, le Chili et le drapeau Mapuche. Et l'an dernier, en octobre, on a eu une explosion sociale, on appelle ça une explosion sociale. Alors l'erreur était de penser ce qu'il y avait, c'était pas la paix, mais vraiment ce qu'il y avait, c'était un terrible silence. Alors ça c'est la photo de la place, ça s'appelle la place Italia. Maintenant, le peuple chilien l'a baptisé la place de la dignité. Alors depuis le 18 octobre, tout le monde est dans la rue. On n'a pas pu récupérer une normalité, on ne peut pas récupérer une normalité. Les gens demandent un changement radical parce qu'il y a des choses qui vraiment maintenant, c'est plus supportable. Nos aînés, il y a des taux de suicide des aînés très très grands et leur pension, on dit pension, c'est l'équivalent à 300 $ canadiens. Et moi, si je vais au supermarché au Chili, des fois, c'est plus cher qu'aller au supermarché ici à Montréal. C'est vraiment... il y a un problème de comment on survit dans ce pays. Alors, je me demande, comme enseignante en théâtre qui doit retourner dans les prochains mois chez nous, comment j'enseigne le théâtre maintenant dans ce contexte? Quelle est la place du théâtre? Quel théâtre faire? C'est intéressant de voir aussi comment les manifestations artistiques sont dans la rue. L'autre jour, Stéphane Martelly, la professeure de l'Université de Concordia, me disait quelle devient la spécificité de l'action artistique dans le contexte où le peuple entre en scène. Elle me posait cette question. Et le peuple entre en scène par des diverses manifestations artistiques, c'est un muraille, la peinture, ça c'est intéressant, c'est les gens des fenêtres de ces appartements font des projections sur des bâtiments au Chili. On n'est pas en guerre. À propos le président avait dit qu'on était en guerre, alors le peuple dit qu'on n'est pas en guerre, ça c'était un bâtiment énorme. Alors, sans autorisation, les gens font des projections. On a vu aussi d'autres manifestations artistiques. Mais curieusement, le théâtre n'était pas présent au début. Peut-être parce que le théâtre a besoin d'une réflexion, de se mettre d'accord, un moment de voir qu'est-ce qu'on va faire pour après faire. Alors, après, il y a quelques manifestations plus théâtrales qu'on a vues. Mais la question se pose. Qu'est-ce qu'on raconte? Comment on raconte et comment on va continuer à enseigner le théâtre? Bon, je voulais vous raconter ça, je voulais montrer une vidéo, mais je ne sais pas si, bon, peut-être je vais la montrer, un peu dans cette idée que le peuple sort ensemble.
C'est ça ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Maintenant, je dis comment les étudiants en théâtre vont retourner à nos salles sans fenêtre, sans contact direct avec l'extérieur. Dès octobre dernier, mes collègues de l'école de théâtre me disent qu'ils n'ont pas réussi à reprendre les cours parce que nos étudiants sont là. Alors, je vous pose la question, peut-être, vous avez des idées. Merci. Alors peut-être, je ne sais pas si vous avez des questions, parce que moi, j'ai une question. Oui. Moi, je peux commencer par ma question. Si vous aurez fait le parcours du cours avec nous, quelles sont les thématiques que vous avez envie ou besoin de partager ou de travailler aujourd'hui? C'est une question que je me pose souvent au Québec. De quoi on a besoin de parler, on ne parle pas trop. L'isolement, L'isolement. le silence. Ben, je ne sais pas, moi, je me pose souvent des questions par rapport au peuple autochtone. On est confronté à des réalités comme ça. Et les étudiants, c'était pas des Mapuche? Mapuche. Ok. On dirait le printemps érable. Oui. Non, mais moi, c'est la question de la prise de parole. Qui prend parole? Et on parle à la place d'eux. Puis je pense que c'est ça, ici, les peuples autochtones, c'est qu'on commence à avoir une émergence d'artistes autochtones qui parlent d'eux pour eux, mais on a souvent parlé à leur place, parlé de leurs problématiques, à leur place, comme si nous autres, on était mieux placés pour en parler. Puis je me suis posé cette question-là, est-ce que ce genre de considération-là a été discuté dans le travail? Oui. Parce que quand on pense à Slav, à Canada, ici, là, ça a donné un nombre de chocs qui a eu des époux jusqu'en Europe. Oui. J'ai l'impression que comme c'était un travail académique entre nous, ça ne pose pas autant de problèmes. Je pense que lorsqu'il y a comme pour dire, de l'argent mêlé aussi, ça cause beaucoup plus de problèmes. Mais on s'est posé la question. Mais en même temps, on commençait à voir à l'arrière et on se rend compte que nous, les Chiliens, on est presque tous des Mapuche aussi. Alors, par exemple, dans notre langue courante, on utilise beaucoup des termes Mapuche. Alors, on s'est dit, bon, avec beaucoup de respect, on va prendre cette parole, mais aussi, la parole a été concédée. On avait comme l'autorisation de raconter. Et je pense que ça aide beaucoup. Est-ce que ça te tente de raconter ton histoire? Parce que moi, j'étudie le contexte et les histoires parce que je veux raconter en même temps dans le cadre de mon cours. Alors, c'est très, très délicat, mais en même temps, il faut se confronter parce que je pense que c'est la seule façon que les étudiants puissent connaître vraiment c'est quoi le conflit Mapuche. Sinon, on va le voir toujours du dehors, dire je n'ai pas le droit de prendre cette parole, alors je ne m'en mêle pas, je ne sais pas. Mais c'est très intéressant comme questionnement, comme problème. Oui. Pas simple. D'autres thématiques? Bien, les microagressions dans le racisme, on dit qu'on a une société full ouverte, puis ça, mais il y a encore beaucoup de microagressions qui se font, puis qui passent un peu dans le beurre. Parce qu'on dit, oh non, on est full ouvert, regarde, on a plein d'immigrants, ça va super bien. Bien, je me fais encore dire, t'as pas l'air d'une Julie Leduc. Fait que c'est plein de petites microagressions. Fait que c'est quoi l'impact que ça a sur les personnes, tu sais, des deux côtés de la médaille? Je dirais avec la thématique aussi de l'identité. C'est quoi l'identité québécoise, puis le sentiment d'appartenance aussi à cette identité. Qu'est-ce que c'est, comment la définir, puis comment sentir qu'on y appartient si on ne sait pas vraiment ce que c'est. Ça revient un peu à... Oh oui, c'est... Ça se croise.
moi, ce que je trouve très interpellant à travers ton projet, c'est que je trouve que la création comme source d'apprentissage ou encore comment la relation à l'autre peut s'inscrire dans le processus, je trouve que ça prend vraiment tout son sens. Puis ce que tu disais en commençant, à savoir qu'aujourd'hui, socialement, on est isolé, on cherche pas nécessairement, on favorise pas nécessairement le dialogue. Bon, tout le monde travaille, tout le monde a ses choses à faire, donc on est un peu atomisé. Donc ça se vit un peu partout. Mais l'idée de sortir, parce qu'eux, ils l'ont littéralement fait, ils sont partis, ils ont 700 km pour aller rencontrer, mais cette idée-là de comment favoriser la relation à l'autre, comment est-ce que c'est possible, j'essaye de, je pense à mes élèves, mais comment est-ce qu'on peut justement sortir un peu plus de l'institution ou faire rentrer le dehors pour justement être capable de cette idée de mémoire, de se rappeler, parce que des fois les jeunes, quand ils sont en quête identitaire, ben, ils ont besoin de repères, mais en même temps, c'est quoi les repères? Donc ça revient à certaines thématiques qui ont été, mais cette idée-là d'aller à la rencontre de, parce qu'on peut amener plein de ressources sensibles, comme tu dis, on peut aller observer quelque chose, mais si tu ne vas pas au-delà est-ce que ça te transforme vraiment comme apprenant ou comme individu? Ben, c'est ça aussi, c'est comment est-ce qu'on peut rendre ça encore plus vrai, encore plus signifiant. C'est intéressant parce que moi, je réduis tout ça à un seul concept, que c'est le concept de l'écoute. Et le concept de l'écoute, ça sert pour jouer, pour bien jouer. Pour les comédiens, il faut être à l'écoute pour bien jouer, mais il faut être vraiment à l'écoute des autres, dans l'autobus, je sais pas, dans le magasin, dans la place Migamien. C'est le fait je sais pas, de marcher dans la rue et hop, voir si quelqu'un a besoin de quelque chose. On marche comme ça. Mais le fait d'être à l'écoute du monde, c'est ça, mais c'est très difficile en même temps. Mais je pense que ça, c'est un concept clé. Inviter les jeunes pendant le cours à être à l'écoute de soi, du groupe avec lequel on travaille. Parce que, je n'ai pas parlé de ça, mais construire, construire une histoire à 10, à 24, à 25 ou à 5, c'est compliqué. Comment je suis à l'écoute des autres idées, d'autres idées, comment je propose mais je n'impose pas. L'écoute, je pense que c'est le concept clé. Oui. Oh, si jamais quelqu'un veut, j'avais mis ça au cas où, mais il s'est mis tout seul. La semaine prochaine, je pense que c'est ça le 13, si jamais quelqu'un veut y aller. Il y a une autre chose que je pense que c'est très important pour moi de découvrir, parce que je travaillais beaucoup avec la mémoire politique, la mémoire sociale, et quand j'ai commencé mon doctorat, je me suis dit, je vais travailler avec la mémoire intime. Je pensais que peut-être la mémoire intime était moins politique, et je me suis rendu compte que c'est super politique. Alors on ne peut pas fuir finalement du politique. Moi, j'avais une autre question. Tu disais que l'un des objectifs, finalement, de sortir et d'aller à la rencontre du peuple Mapuche, que ça avait eu un impact donc, sur le processus de création, mais aussi sur leur capacité à jouer peut-être juste. Donc. Mais individuellement, parce que l'objectif, c'est de lutter aussi contre la démémoire, les étudiants, dans leur processus réflexif, c'est quoi qui est ressorti? Il y a une chose très particulière. D'habitude, je ne sais pas pourquoi, les examens de mes étudiants, c'est les vendredis. Alors, on est en salle de jeu tout le vendredi matin, la commission vient voir, après on note, et après, on reçoit les étudiants et les profs donnent son avis à chacun. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, c'est la seule fois qui m'est arrivé, la commission ne pouvait pas parler avec les étudiants. Alors, ils m'ont dit, est-ce qu'on peut voir les étudiants lundi prochain? Parfait, on est revenu lundi prochain. Je me suis rendu compte que je ne voyais jamais mes étudiants juste après l'examen. Alors, je n'avais pas les retours qu'eux avaient reçus et qu'est-ce qu'ils ont pensé après avoir terminé l'expérience. Alors, par exemple, par rapport à la première thématique de la dictature, les étudiants m'ont raconté, Andrea,
on a dîné ensemble. Ma grand-maman est venue voir ce travail, ma famille. Et j'ai appris que j'avais mon oncle qui vit en Suède est un exilé, je ne savais pas. Mon grand-papa a été prisonnier à l'Estade national et moi je ne savais pas. J'aurais pu lui demander des choses pour le travail, mais moi je ne savais pas. Il y avait des familles plutôt de gauche, il y avait des familles plutôt de droite. Alors dans toutes ces maisons, on a parlé de la dictature, de la torture et des droits humains ce week-end. Déjà ça, c'est magnifique. Ouais. Et par rapport au conflit Mapuche aussi, c'est loin de Santiago. Nous, on ne voit pas trop ce qui se passe. Maintenant, à Santiago, on vit la même répression que ça fait des années vivent les gens dans la région de l'Araucanía. On en parle maintenant, au présent, de la répression, comme à l'époque de la dictature. Mais pendant tout ce temps, vraiment, ils ont vécu ça. Alors, le fait de se rendre compte qu'il y a des enfants qui vivent dans des conditions, c'est pas possible. Des enfants qui sont détenus, ils vont chercher les enfants chez eux à la maison. C'est terrible. Mais le fait de, oh, ça c'est notre pays, on ne connaît pas ce qui arrive à notre pays. Mais justement, je me demandais, parce que tu parlais de l'évaluation tantôt, donc ça veut dire qu'ils présentent, et il n'y a pas de discussion après la présentation, même si la thématique est très sociale et il me semble que ce serait l'idéal pour la discussion. Pour la suite, Oui, parce que la oui, discussion. j'ai l'impression qu'il y a un aspect social, humanitaire, prise de conscience, réflexive, et que finalement, ce qui est évalué, c'est l'interprétation. Et la dramaturgie. Et la dramaturgie. Mais toute la portée du message, puis Mais les retombées terrible. de ce théâtre-là, Non. on en parle Je me pas. fais dire souvent, pourquoi tu fais ça? C'est tellement difficile. Pourquoi tu fais ça avec les étudiants? Fais une autre Il voit chose. pas la portée sociale. Et moi, je pense que c'est aussi conséquence de ce monde si occupé. On n'a pas le temps de parler de ça. On évalue, ok, on va évaluer à notre groupe, on veut terminer la Ben, session. je vais peut-être pouvoir répondre à ta question. Peut-être que là, faire du théâtre, ça serait peut-être le temps maintenant d'avoir des groupes de discussion après la présentation. Je pense que là, il serait peut-être prêt. Peut-être que là, il prendrait le temps. Nous, on a fait ça, nous, parce qu'on a fait le travail de la session. Et puis, l'année suivante, c'était la commémoration des 40 ans du coup d'État. Alors nous, on a fait des représentations de nouveau à l'école de théâtre et dans d'autres écoles de théâtre. Et à chaque fois, vraiment, on prenait le temps. Mais c'était absolument hors le cadre de la formation. Oui. Alors, je trouve difficile, c'est la même chose. Comment on met en dialogue le groupe de professeurs qui guident l'école? Ah ben ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, mais c'est la même chose. Il faut être à l'écoute. C'est intéressant. Mais les autres professeurs, c'est quoi? De création par rapport à... Par rapport à d'autres thématiques, mais souvent, c'est imposé par le prof. Moi, j'ai intérêt comme prof de, par exemple, je travaille un projet sur X, alors je vais travailler sur X avec mes étudiants. Mais moi, je trouvais, c'est imposer une thématique, c'est compliqué parce que je pense que s'ils travaillent, les étudiants, dans ce qu'ils ont besoin, ça marche vraiment bien. C'est plus facile de travailler. Ils s'impliquent beaucoup, beaucoup. Oui. J'ai beaucoup aimé ta présentation. Puis ça, en fait, ça a suivi une question. Je me demande comment ça se passe la gestion des émotions pendant le processus de création, parce que ça, comme toi, comme prof, il faut que tu leur enseignes des choses, mais à un certain moment donné, ils doivent frapper des murs. Je veux dire, ils parlent de sujets tellement sensibles, tellement tragiques. C'est pour cette Ils doivent raison. avoir des moments de trop plein d'émotions. Comment tu gères ça, les trop plein d'émotions? Tu t'enseignes pas des mathématiques. Oui. Il n'y a pas de recul. C'est difficile, mais je pense que c'est pour cette raison que finalement je les accompagne. Je suis là tout le temps. Je suis là et si je suis dans mon bureau, quelqu'un arrive, je reçois tout le temps les élèves.
Montessori me dit, mais pourquoi ils t'écrivent à minuit? Bon, il peut m'écrire à minuit s'il a besoin, mon élève. En fait, c'est laisser la porte ouverte, mais des fois, on se transforme un peu comme la maman. Hein. C'est difficile, mais on ne peut pas être la maman de 25 plus les 3 que j'ai, ou 28 en même temps. Mais moi, je fais ça. Je ne peux pas donner un cours comme n'importe quel cours. Il faut que je m'implique. Et m'impliquer, c'est d'être là pour eux. Je n'ai pas les outils comme psychologue, ni rien que ce soit, mais j'ai les outils de comédienne, j'ai l'outil de l'écoute. Et des fois, même pas en rentrant dans le travail déjà, et on les soutient. Des fois, il y a la moitié du groupe vient des villes très lointaines. Tu vois, le Chili est trop long. Tu vois, c'est trop difficile de venir proche. C'est vraiment toujours ils viennent d'endroits lointains. C'est difficile. Santiago est une ville agressive. C'est pas facile d'arriver chez nous à travailler. C'est agressif si tu vas en voiture, si tu marches, si tu montes dans l'autobus. Il y a d'autres facteurs aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant tous tes cours, je commence à regarder que Andrea commence à avoir des changements de comportement dans les cours, que je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais finalement, le jour final de la présentation, j'arrive à comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais pendant tout le temps avant, je vois qu'est-ce qui se passe avec Andrea, pourquoi elle est comme ça, on commence à devenir un peu on commence à se changer un petit peu, et je m'imagine que les étudiants c'est la même chose, on commence à se changer des émotions selon la thématique, et lorsqu'on voit la présentation finalement, on voit ah c'est ça. Je comprends. Tu voulais, oui. Oui, je veux savoir, est-ce que je reviens avec le truc. Est-ce qu'ils ont vu la présentation ou est-ce qu'ils ont eu accès à ce qu'ils... Non, les personnes qu'ils ont rencontrées là-bas, non, parce qu'ils ne pouvaient pas venir à Santiago, mais on a invité des personnes de la communauté qui étaient à Santiago. Oui, mais c'était pas leur histoire, c'est l'histoire vraiment des gens au sud, mais ils étaient très touchés. On a travaillé tellement de thématiques. On a travaillé, par exemple, on voulait travailler la tragédie de la fumée. Ça, c'est en 1945 à peu près. C'est un petit peuple minier. Alors, les gens sont allés à la mine travailler. Il y a eu un incendie et la moitié des personnes du peuple est décédée. Alors, on voulait travailler sur ça. On est allé à Rancagua, une ville très proche à Santiago. Cette fois, je suis allée avec eux. Et on est allé au cimetière pour voir, il y avait comme vraiment les tombeaux des gens. Alors on a parlé avec la famille, tout ça. Et on est allé voir des gens qui habitaient dans ce petit peuple qui avait été fermé après. Alors on s'est rendu compte que le problème, c'était pas la tragédie de la fumée pour eux, c'était que leur peuple, leur village a été fermé. Ils n'avaient pas de village, ils étaient comme orphelins de leur village. Alors, on a fait tout un travail, la même chose, le même procédé, mais on a fait l'histoire du village. Et puis, eux, ils ont pu voir on est allé là-bas leur montrer le travail. Notre expérience, on a travaillé sur l'incendie d'une discothèque à Valparaíso, une autre ville. C'était une discothèque de transformistes. Alors, on a parlé avec une personne en particulier qui nous a raconté son histoire dans les lieux. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, il est venu comme transformé. C'était une femme, la nuit, avec les élèves, a eu toute une conversation pour leur raconter. Et puis, il est venu en homme le matin et a continué l'histoire. Et nous, on a pris son histoire et on a transformé ça exercice théâtral et lui il est venu voir. Pour nous c'était très important parce qu'on est content de voir son histoire sur scène. Alors on a souvent cette expérience et là c'est fort pour les étudiants. Ils se sont très responsables et c'est bien. Il faut être responsable sur ce qu'on met en scène, je trouve. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.